Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission, Mehdi, prenez un peu d'eau, ça vous fera du bien. Merci. Voilà, comme ça vous éviterez de tousser un peu fort. C'est gentil. Pour cette deuxième partie, mesdames et messieurs, on a le plaisir de recevoir monsieur Olivier Lecourt Grandmaison qui est avec nous. Bonsoir monsieur Grandmaison. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes chercheur, universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, notamment des épisodes assez méconnus en France de l'histoire sanglante de la colonisation. À ce propos, votre dernier ouvrage, Oradours coloniaux français contre le roman national, a été publié après une grande polémique suscitée par les propos du journaliste Jean-Michel Apathy, qui a d'ailleurs préfacé votre ouvrage et qui a comparé les massacres coloniaux perpétrés par l'armée d'Afrique durant la conquête de l'Algérie à un célèbre épisode de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, monsieur Lecourt Grandmaison, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire ce qui a motivé l'élaboration de cet ouvrage ? Tout d'abord, le scandale, qui est en fait un scandale créé par les extrêmes droites et les droites de gouvernement radicalisés, consécutif ce scandale aux déclarations de Jean-Michel Apathy, qui a débouché sur une sanction qui lui a été infligée par la radio dans laquelle il travaillait, et qui, au-delà de cet élément, me paraît significatif d'une évolution spectaculaire en France, qui voit désormais triompher les opinions les plus convenues de réhabilitation du passé colonial français face à, d'une part, les déclarations de Jean-Michel Apathy, mais d'autre part aussi les innombrables travaux de celles et ceux qui, dans différents champs disciplinaires, que ce soit l'histoire, la science politique, le droit ou la sociologie, ont établi depuis longtemps, et en effet, que depuis 1830, et plus spécifiquement 1840, la France, et jusqu'en 19 mars 1962, la France a effectivement commis d'innombrables crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité en Algérie. Et ces réalités historiques, qui sont maintenant établies depuis fort longtemps, ne pèsent hélas de rien face à des chaînes de propagande continue. Je pense en particulier à CNews, mais également aux médias qui appartiennent à Bolloré, et qui ont réussi par la voix de ceux qui se prétendent être des journalistes, à faire valoir justement non pas la vérité historique, non pas les connaissances établies, mais à faire triompher une réhabilitation du passé colonial français tendant à euphémiser, voire dans certains cas à nier la réalité des crimes de la colonisation. Justement, monsieur Lecourt Grandmaison, concernant cette histoire de la colonisation en Algérie, sur les plateaux français que vous évoquiez à l'instant, on remarque souvent ces interventions de ces personnes, de ces polémistes, au lieu d'historiens chevronnés. Comme vous, comment est-ce que vous expliquez ces interventions ? Comment est-ce que vous expliquez qu'on fasse appel justement à ces polémistes plutôt qu'à des personnes chevronnées en la matière ? Relativement aux médias Bolloré, la chose n'est pas mystérieuse. Bolloré, pour dire ces termes, assume, et ça c'est parfaitement nouveau dans le champ politico-médiatique français, assume parfaitement que le fait que ces médias, ces journaux, ces télévisions, ces radios, et hélas même maintenant une maison d'édition qui par le passé a été particulièrement prestigieuse, et la maison d'édition Fayard, qui est maintenant dirigée par si je puis dire, une mercenaire de Bolloré, Lise Beul, qui édite Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Éric Zemmour. Il est donc parfaitement assumé sur ces chaînes et dans ces médias et maisons d'édition de mener une campagne ou des campagnes politico-idéologiques. Et à l'intérieur de ces campagnes politico-idéologiques, la réhabilitation du passé colonial français joue un rôle significatif, et en particulier relativement à l'Algérie, dans la mesure où les extrêmes droites et une partie des droites de gouvernement radicalisées, encore une fois, n'acceptent pas et n'ont au fond jamais véritablement accepté l'indépendance de l'Algérie et les conditions dans lesquelles cette indépendance a été arrachée au cours de la guerre de libération nationale, qui, comme chacun le sait, débute le 1er novembre 1954. Très bien. Alors, monsieur Lecourt Grandmaison, vous avez également, on les voit à l'écran, vous avez écrit de nombreux livres dans lesquels vous démontrez dès le début de la colonisation de l'Algérie que celle-ci avait pour but une destruction totale. Vous devez peut-être être un petit peu abasourdi lorsque vous entendez certains politiques français, ils sont nombreux, à édulcorer certains aspects de cette colonisation allant totalement à l'encontre de vos travaux. Alors,
pas seulement à l'encontre de mes travaux, à l'encontre de très nombreux travaux qui portent à la fois sur la colonisation de l'Algérie à partir des années 1840, c'est-à-dire à partir du moment où le général Bugeaud est nommé gouverneur général de cette colonie, mais c'est également vrai pour la dernière guerre d'Algérie, celle qui débute donc le 1er novembre 1954. Et si j'établis des rapports entre les années 1840 et la dernière guerre, c'est parce que les militaires eux-mêmes rendent hommage au général Bugeaud. J'en veux pour preuve notamment le fait qu'une promotion de Saint-Cyr, sortie en pleine guerre d'Algérie, prend le nom du maréchal Bugeaud. C'est évidemment une façon à la fois symbolique, politique, mémorielle, sinistrement, de rendre hommage à celui qui est pensé comme le père fondateur des guerres coloniales et un grand artisan, pour le dire en ces termes, de la construction de l'Empire et relativement de la conquête de l'Algérie dans des conditions en effet terribles dans la mesure où les guerres coloniales, et la guerre coloniale qu'il a menée, doit être qualifiée de guerre totale, qui repose sur l'effondrement de la distinction entre civils et militaires d'une part, et sur l'effondrement de la distinction entre sanctuaires et champs de bataille, des massacres, des déportations, des destructions de villes et d'oasis, et évidemment un nombre extrêmement important de victimes civiles. Alors, Monsieur Lecourt-Grandmaison, en principe, les politiques n'ont pas pour principe n'ont pas pour mission, d'interpréter l'histoire. Pourtant, la question de la colonisation en Algérie, il y a une exception française sur ce point, justement avec notamment la fameuse loi du 23 février 2005 qui établissait une interprétation positive de la colonisation en Algérie. D'ailleurs, au lieu du mot colonisation, on utilise le terme œuvre. C'est quand même très fort d'utiliser ce terme. On utilise œuvre, on dit également les événements qui se sont passés. Donc en Algérie, on ne parle pas de colonisation, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de lutte du peuple algérien. Comment est-ce que vous expliquez que même le législateur semble être happé par ce vent de réécriture de cette histoire? Alors, rappelez que vous avez raison de rappeler en effet la loi du 23 février 2005 qui est une double exception française. D'une part parce que la France est la seule ancienne puissance coloniale en Europe à avoir jugé bon, en tout cas une majorité de droite, de faire adopter une loi, en effet la loi du 23 février 2005, qui établit une interprétation officielle et apologétique de la colonisation en général et de la colonisation de l'Algérie en particulier. Et seconde exception, si l'État, dans certaines circonstances économiques et sociales et financières, peut et doit intervenir, il est un domaine dans lequel il ne saurait intervenir sauf à méconnaître les principes démocratiques et républicains et libéraux qui sont les siens. C'est évidemment le domaine des sciences humaines en général et de l'histoire en particulier. Conséquence, vous avez raison aussi sur ce point, l'État ne peut pas et ne doit pas, en effet, établir une interprétation officielle du passé, ce que fait la loi du 23 février 2005, qui a été pensée par la majorité de droite qui l'a votée à l'époque comme une sorte de revanche de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et hélas, faut-il le constater, la loi du 23 février 2005 n'a pas été l'épilogue de la réhabilitation du passé colonial français, mais bien plutôt le prologue, dans la mesure où aujourd'hui, des extrêmes droites jusqu'aux républicains, jusqu'à Bruno Retailleau, sur ce point les divergences sont minimes, et les uns et les autres mènent bataille, en effet, pour réhabiliter le passé colonial de la France, avec toutes les conséquences que ça a, à la fois sur le territoire français, c'est-à-dire la non-reconnaissance des crimes coloniaux, et relativement aux héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, des discriminations mémorielles qui viennent s'ajouter à toutes les discriminations systémiques subies par celles-là et ceux-là, qu'ils soient français ou algériens. Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, bonsoir. Je voudrais vous poser une question par rapport au groupe Bolloré. Je voudrais revenir au groupe Bolloré. Il y a une étude qui a été faite sur l'année 2024, 35% de plus du mot Algérie que du mot Palestine sur les chaînes Bolloré, en l'occurrence sur la chaîne CNews, alors qu'il y a eu plus de 70 000 morts en Palestine. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un travail qui se fait actuellement à travers ce groupe, principalement, et à travers certains pseudo-politiques qui se prennent pour des politiques en France, pour un nouveau narratif des crimes qui ont été commis, du génocide qui a été commis en Algérie pendant la guerre de libération? N'y a-t-il pas un effacement programmé via ces médias de masse où attaquer l'Algérie est devenu un leitmotiv pour en quelque sorte dédramatiser les crimes pendant cette guerre-là?
Alors, tout d'abord, je l'ai dit effectivement il y a un instant, la singularité du groupe Bolloré, du groupe médiatique Bolloré, comparativement à d'autres groupes qui étaient détenus par des milliardaires, c'est qu'il l'assume et il le dit, il entend se servir de ces médias divers et variés pour mener au fond une bataille politico-idéologique, culturelle, civilisationnelle, ce qui explique que relativement au passé colonial de la France et au passé colonial de la France en Algérie en particulier, il s'agit là de réhabiliter ce que j'appelle dans l'ouvrage que vous avez cité le roman impérial républicain, c'est-à-dire accréditer la thèse selon laquelle, à la différence d'autres pays, je pense en particulier à la Grande-Bretagne et à l'Espagne, la particularité de la colonisation française aurait été de chercher à porter la civilisation aux peuples conquis, chercher à développer les territoires dominés, et en général le terme n'est évidemment pas employé. Ce qui a été employé sous la Troisième République, c'est une sorte d'expression officielle qui s'appelle la mise en valeur, et qui cherche à faire entendre ceci, que cette mise en valeur des territoires colonisés bénéficierait aussi à ceux qu'on appelait alors sinistrement les indigènes et à la métropole. Alors, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les médias de Bolloré et ceux qui les servent. En ce qui me concerne, je ne considère pas que ces médias et cette télévision relèvent d'une information en continu, mais comme je l'ai dit, de propagande en continu. Et celles et ceux qui y interviennent, en général, sont tous sauf des hommes et des femmes qui ont mené des recherches précises et circonstanciées sur la colonisation et sur l'Algérie, et qui se contentent en effet de répéter, et pour le dire en ces termes, de ventriloquer ce que j'appelle donc le roman impérial républicain, c'est-à-dire les supposées beautés de la colonisation française. Mais n'est-il pas là un devoir de liberté d'expression quand on voit par exemple Jean-Michel Apathy qui a été mis sur le côté il me semble France Inter, je crois qu'il était sur France Inter, non sur RTL pardon, il était sur RTL, voilà, de Guillaume Meurice aussi qui a été éjecté de son poste de France Inter parce qu'il avait critiqué le Premier ministre israélien, dans le pays qui se prévaut être le pays des droits de l'homme, où on laisse justement dérouler le tapis rouge à un groupe médiatique qui est typiquement raciste et qui a des idées justement où on prône le racisme, et on met de côté et on licencie des chroniqueurs de radio pour justement leur liberté d'expression. N'est-on pas dans ce deux poids deux mesures finalement qui est aux yeux et aux vues de tous, mais qui n'est condamné par personne? Alors, condamné par personne, non. Il y a eu des protestations dans les deux cas, et il me semble que la situation en fait est un peu plus grave que cela. Ce ne sont pas simplement des journalistes qui ont été sanctionnés aujourd'hui. Rappelez ce qu'il s'est passé il y a fort peu de temps à Paris, une initiative prise par un grand spécialiste de l'histoire de la Palestine, Henri Laurence, au Collège de France, qui décide d'organiser un colloque tout à fait universitaire et académique sur ces sujets, sur le passé et sur le présent, en y faisant intervenir des personnalités tout à fait qualifiées, et à la suite de pressions, notamment d'une association française, hélas bien connue, la LICRA, ce colloque a été annulé. Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures? L'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas pris position pour défendre ce colloque, et a de fait contribué à son interdiction. Ce qui témoigne là aussi et là encore, effectivement, et la chose a suscité des protestations significatives d'un certain nombre d'universitaires, ou plus exactement d'un nombre très important d'universitaires et de chercheurs dont je suis, estimant en effet que cet épisode marque un pas supplémentaire dans des atteintes très substantielles aux libertés académiques, et dans un contexte plus large où, au fond, les sciences humaines, les sciences sociales, la philosophie sont de plus en plus disqualifiées par ces extrêmes droites, les droites de gouvernement, au motif que ces différentes disciplines, comme l'avait dit d'ailleurs un ministre socialiste, seraient ou contribueraient à développer une culture de l'excuse. Et pour les extrêmes droites et les droites de gouvernement, un certain nombre d'universitaires qui soutiennent ce genre de thèse, que l'université et le CDRS seraient des temples de l'islamo-gauchisme, ce qui relève d'un fantasme politique et médiatique complet, comme d'ailleurs cela a été prouvé dans la mesure où il n'y a jamais eu d'enquête, contrairement à ce qu'avait souhaité Jean-Michel Blanquer et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'époque.
Très bien. Mais en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais on nous bassine du matin au soir, monsieur Lecourt-Grandmaison, pour la liberté d'expression. Je vous le dis, sur CNews ou sur les différentes chaînes du groupe Bolloré, on parle d'Algérie comme le régime d'Alger, ou la dictature, enfin, ils utilisent énormément de mots justement un peu choc, mais on voit que la liberté d'expression est muselée là-bas. Et malheureusement, ces personnes ont été licenciées, n'ont jamais été réintégrées. Je vous prends encore le cas justement de Guillaume Meurice ou de Jean-Michel Apathy, où dans le pays dit des droits de l'homme, deux penseurs, enfin deux chroniqueurs, deux éditorialistes, deux penseurs, deux personnes qui utilisent leur liberté d'expression sur des chaînes qui sont jusqu'à preuve du contraire, France Inter, Public et RTL, qui dépendent du groupe M6, mais qui n'ont jamais été réintégrés. Donc pourquoi justement ce deux poids deux mesures et pourquoi la médiatisation ne fait pas le travail nécessaire pour contrecarrer le groupe Bolloré? Mais parce que sur ce point, et je le signale d'ailleurs dans l'ouvrage Oradours coloniaux français contre le roman national, l'argumentation qui a été celle de RTL pour justifier la décision prise à l'encontre de Jean-Michel Apathy est effectivement scandaleuse dans la mesure où, ayant reçu un certain nombre de protestations d'auditeurs, ils ont préféré se plier à ces injonctions, si j'ose dire, ou en plus exactement, ce n'était pas des injonctions, c'était des protestations, mais ils ont choisi de s'y plier. Comme ils ont choisi de se plier à la campagne politico-médiatique menée par le groupe Bolloré et un certain nombre de personnalités politiques, alors que, pour reprendre cette phrase célèbre d'Albert Londres, qui rappelait que le journalisme n'est pas là pour faire l'éloge des gouvernements et de leurs décisions, mais, pour reprendre son expression, pour retourner la plume dans la plaie. Loin de faire cela, la direction de RTL a effectivement choisi de sanctionner Jean-Michel Apathy, alors qu'il aurait été facile de demander à un certain nombre de spécialistes de la guerre d'Algérie de prendre position et plus exactement de se prononcer sur la validité ou l'ineptie de la comparaison avec Oradours. Et il aurait été assez facile de démontrer que cette comparaison est parfaitement légitime, d'autant plus légitime, je le rappelle dans l'ouvrage, que cette comparaison est faite par des Français immédiatement après les massacres de Sétif, Galma et Kherrata qui débutent le 8 mai 1945 et que pendant la dernière guerre d'Algérie, de très grands résistants comme Claude Bourdet, par exemple, signe un article dans lequel il dénonce la Gestapo française et rappelle que Hubert Beuve-Méry, qui est à l'époque directeur d'un très grand quotidien, qui est aujourd'hui encore un très grand quotidien qui s'appelle le journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, dans un article du Monde, dénonce, sur la base des informations que tout un chacun peut connaître et qu'il connaît en particulier, dénonce en effet la Gestapo française en Algérie, parce qu'il estime que, à la différence de ceux qui aujourd'hui cherchent à réhabiliter le passé colonial de la France, il estime en effet que la torture, les disparitions forcées sont, alors même s'il n'emploie pas ce terme, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, sont en effet systémiques et systématiques en Algérie. Alors justement, monsieur Lecourt-Grandmaison, on apprend dans certains de vos livres, lorsqu'on vous lit, que de nombreux cimetières en Algérie ont été détruits durant la conquête coloniale. On apprend aussi qu'on a récolté des os humains pour les utiliser dans un processus de fabrication d'engrais. Vous parlez même de navires chargés de ces ossements en partance pour Marseille, révélation faite par un certain docteur Sigaud, cité dans votre livre Racisme d'État. On parle d'un trafic d'os humains. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Alors, j'avais traité de cette question, non pas dans l'ouvrage que vous avez cité, mais dans un autre ouvrage précédent qui s'appelait Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial, où, à ma grande surprise, en effet, parce que j'ignorais la chose, j'ai découvert que les troupes du général Bugeaud et de ses successeurs ont en effet détruit un nombre très important d'édifices religieux, détruit également un nombre très important de cimetières musulmans et utilisé les eaux à des fins industrielles. Dans la production de sucre notamment? Pardon? Dans la production de sucre notamment, monsieur Lecourt-Grandmaison. Et la chose est connue, la chose est rapportée, et elle est à ce point connue d'ailleurs que l'émir Abdelkader va prendre position en demandant à ce que ne soit plus consommé de ce type de sucre. Effectivement, c'est particulièrement choquant dans la mesure où il s'agit là
de la poursuite, si je puis dire, de la destruction à la fois pratique et symbolique, et de la néantisation radicale de l'autre, de cet autre qui, faut-il le rappeler dans le contexte de l'époque, est perçu comme un barbare, c'est-à-dire celui qui fait peser des menaces extrêmement importantes sur l'ordre colonial en train de s'établir, et qui, étant qualifié comme un barbare, peut effectivement être massacré, déplacé, déporté, exécuté, et ses restes effectivement détruits et exploités à des fins industrielles. Monsieur Lecourt-Grandmaison, le but c'était d'effacer cette civilisation musulmane, la mémoire de tout un peuple? C'était, oui, de l'effacer assurément en très grande partie, et y compris d'ailleurs Alexis de Tocqueville, qui a été un très chaud partisan de la conquête de l'Algérie dans les pires conditions, parce qu'il se prononce sur le fond pour la guerre totale et il soutient les actions menées par le général Bugeaud. Tocqueville reconnaît après, en effet, que la guerre qui a été menée par l'armée d'Afrique à partir des années 1840 a été particulièrement brutale, et il écrit même ceci, qu'au fond, les armées françaises et l'armée d'Afrique en particulier s'est comportée comme des barbares, et a été dans certains cas effectivement plus barbare que les barbares, en raison à la fois des destructions humaines opérées, mais aussi des destructions de villages, d'oasis, des destructions de mosquées, des destructions d'écoles, de madrasa, et alors il ne cite pas les cimetières, mais effectivement une logique de la destruction totale, l'objectif étant, dans les territoires ainsi détruits, de favoriser l'avènement de ce qui est un projet très tôt envisagé et très tôt réalisé, faire de l'Algérie, c'est une singularité dans l'Empire français, faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Et pour faire des colonies de peuplement, il faut évidemment vider pour partie les territoires, assurer la sécurité des biens et des colons, et cela passe par effectivement ce que j'ai qualifié de guerre coloniale comme guerre totale. Très bien. Monsieur Lecourt-Grandmaison, lorsqu'on revient, je ne sais pas si vous avez certainement dû le lire, quand on voit ce qu'a écrit le docteur Jean-Pierre Bonnafont, qui a passé 12 ans en Algérie en tant que médecin de l'armée française, à partir de la colonisation jusqu'à 1842, on voit la mentalité avec laquelle, ce qu'il décrit dans son livre comme étant la mentalité générale ou la vision portée par les Français de l'époque, c'est-à-dire avant la colonisation, il y avait une campagne qui dénigrait l'Algérien, le montrait comme un barbare, un sauvage et un pirate. Donc cette vision-là est restée jusqu'à aujourd'hui, elle est héritée par les colonialistes jusqu'à aujourd'hui. On voit pourquoi et on comprend que à ce jour, cette vision de l'Algérien qui était quelqu'un de sous-homme a été perpétuée tout au long de la colonisation, certes, et vous le dites si bien dans votre livre. D'ailleurs, Tocqueville l'avait justifié, il a justifié les massacres auxquels vous faites référence dans votre livre Coloniser et exterminer. Et aujourd'hui, on voit que le dénominateur commun entre vos deux livres, celui-là et celui d'aujourd'hui, donc c'est le massacre. Donc la justification, le postulat est d'abord idéologique, il est raciste et en même temps il est politique du moment qu'il a été justifié, accepté et généralisé au plus haut sommet de l'État français. Donc on voit aujourd'hui que ce que fait les médias aujourd'hui n'est que la résultante d'une vision et d'une posture raciste qui existe depuis la nuit des temps, si on peut bien le dire. Alors, d'une posture raciste qui existe depuis la nuit des temps, pas depuis la nuit des temps, parce que le racisme dit scientifique émerge en France et plus généralement en Europe à la fin du 19e, au début du 20e siècle. C'est également au même moment où on voit surgir ce que j'ai analysé dans un ouvrage, une islamophobie élitaire et savante, dont l'un des pères fondateurs est une personnalité française très connue qui n'est autre que Ernest Renan. Et là aussi, il est possible de suivre à la fois les modifications, les évolutions, mais aussi les usages les plus contemporains de cette islamophobie savante qui a eu des conséquences très importantes sur un certain nombre de disciplines, en histoire, en géographie, en psychologie des peuples, comme on disait, psychologie ethnique à l'époque, et de même en droit. Alors, il y a néanmoins une évolution qui est liée notamment au progrès des connaissances sur la colonisation de l'Algérie. On est passé d'une situation où qui reposait sur le déni total des crimes commis par la France coloniale en Algérie, à une situation de dénégation qui peut se résumer de la façon suivante: oui, mais. Alors, le oui, mais peut être développé ainsi.
il est reconnu un certain nombre d'exactions, mais ces exactions sont toujours présentées comme étant des exactions minoritaires commises par des soldats agissant de leur propre chef, sans que, évidemment, c'est l'objectif du mais, si je puis dire, sans que jamais la responsabilité de l'État, la responsabilité politique de la France et de la 3e, de la 4e et de la 5e République soit en effet mis en cause. Et on voit bien quel est l'objectif de cette construction politico-idéologique. Il s'agit encore et toujours de maintenir ce que j'appelle le grand mythe impérial républicain ou le mythe de l'exceptionnalisme français, c'est-à-dire maintenir la prétendue innocence de la France et des républiques en particulier relativement aux crimes coloniaux, alors qu'il est établi depuis évidemment très longtemps et par un nombre très important à la fois d'historiens, de politistes, et de juristes et de sociologues que évidemment ces crimes doivent être qualifiés de crimes d'État, puisque c'est bien l'État qui est responsable et donc coupable, et que plus précisément encore, relativement aux définitions des crimes, il s'agit dans certains cas de crimes de guerre, et dans d'autres, il s'agit à l'évidence de crimes contre l'humanité. Je pense en particulier au massacre de Sétif, Guelma et Khairata, mais je pense aussi aux pratiques de l'armée française en Algérie, la torture et la disparition forcée. Et rappelez que la disparition forcée est effectivement aujourd'hui caractérisée sur le plan juridique comme étant un crime contre l'humanité, et que c'est un juriste français, un magistrat français, Louis Joannet, qui a joué un rôle très important dans la reconnaissance de la disparition forcée comme crime contre l'humanité, en rappelant que cette disparition forcée a été massivement utilisée en Algérie, et que, hélas, les doctrinaires de la guerre contre-révolutionnaire à l'époque ont exporté cette doctrine à l'étranger, et notamment parfois en Argentine, où les généraux argentins ont également massivement utilisé la terreur, la torture et la disparition forcée en effet. Monsieur Lecourt-Grandmaison, bonsoir. En fait, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, mais je préfère vous la poser encore une fois parce que c'est important. Vous, dans vos livres, notamment le dernier, donc vous relevez tous les crimes qui ont été commis, donc les enfumades, les herbicides, notamment la Rouate et certaines oasis, donc les enfumades, les grands massacres qui ont été commis. Donc, comme vous le disiez, mais c'est important d'aller encore plus en détail. Ces actes relèvent-ils de ce qui est qualifié aujourd'hui donc de crimes contre l'humanité et de génocide? Mais vraiment sur le plan juridique, c'est important quand même de... Oui, alors préciser que dans le titre « Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial », préciser que le terme « exterminer », lorsqu'il est utilisé par exemple par Tocqueville, par Émile Zola dans d'autres circonstances, ce terme à l'époque n'est pas synonyme de génocide. Extermination ne devient synonyme de génocide qu'après 1945 et après le fait que Raphaël Lemkin ait forgé la catégorie de génocide. Alors, plus précisément, en ce qui concerne la conquête de l'Algérie, il ne s'agit pas, y compris d'ailleurs dans les formes les plus catastrophiques de la guerre menée, même si dans certains cas on est en droit de considérer par exemple que l'enfumade des camps du Dara pourrait être et sans doute constitutive d'un crime de génocide, le projet colonial en Algérie n'est pas un projet génocidaire, pour si je puis dire, une raison relativement évidente, qui est que les colonisateurs, quand bien même ils massacrent sinistrement les indigènes, savent que pour développer cette colonie de peuplement, ils auront besoin de cette main-d'œuvre indigène et ils auront besoin de l'exploiter, parce que les colons français n'y suffiront pas. Il n'en reste pas moins que, relativement à la définition du crime contre l'humanité, il est possible de considérer en effet que les méthodes de guerre employées par le général Bugeaud, les massacres que vous avez cités, la destruction de villes et d'oasis que vous avez cités, les massacres de civils, les massacres de Sétif, Guelma et Khairata, et je pense y compris d'ailleurs au massacre du 17 octobre 1961, peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, dans la mesure où celles et ceux qui ont été massacrés l'ont été pour des raisons politiques, pour des raisons ethno-raciales, pour des raisons religieuses, et c'est un élément extrêmement important de la définition du crime contre l'humanité, en vertu d'un plan concerté, c'est-à-dire en vertu d'un plan qui a été arrêté par les autorités politiques, parfois le policière, mais validé par ces autorités politiques et mis en œuvre. Or, nous savons évidemment que, en ce qui concerne les méthodes de guerre employées par les officiers supérieurs sous les ordres de Bugeaud, justement, ils agissaient sous les ordres de Bugeaud, et les enfumades ne relèvent pas d'initiatives
d'officiers qui auraient agi indépendamment de Bugeaud, puisque, rappelons cette phrase sinistrement célèbre de Bugeaud, si ces gredins, c'est lui qui parle, se retirent dans leur grotte, fumez-les comme des renards. Et on a des textes très précis du général Pélissier, qui est notamment l'auteur des enfumades de grotte du Dara, où il montre et écrit qu'effectivement, il a appliqué un protocole qui avait été défini a priori et qu'il se pense comme le fidèle exécuteur des ordres donnés par le maréchal Bugeaud. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne se cache pas du tout de l'enfumade qu'il a commise, laquelle va provoquer en France un court scandale qui va être très vite oublié, puisque ni le maréchal Bugeaud ne va être sanctionné. Quant à Pélissier, il va poursuivre son extraordinaire carrière militaire et de cette façon politique. Monsieur Lecourt Grand-Maison, bonsoir. J'ai une petite question, une dernière question pour vous. Alors, vous êtes comme d'autres, vous apportez énormément de clairvoyance et je dirais même de sagesse dans le discours, notamment sur la question du devoir mémoriel en France. Vous avez dit vous-même que seule une vérité historique assumée permettra une réelle reconnaissance mémorielle indispensable à une relation apaisée et sincère avec l'Algérie. Pensez-vous qu'aujourd'hui la France est-elle prête à réviser son récit national ? Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, je crains qu'au regard de l'involution de la situation politique, de la force aujourd'hui des extrêmes droites et des droites de gouvernement qui se sont extrême droitisées et qui, sur ce plan, reprennent la rhétorique du Rassemblement national et du Front national hier, je crains que, hélas, nous soyons très loin d'une reconnaissance pleine et entière des crimes commis par la France en Algérie. Et j'ajouterais que, en ce qui me concerne, il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance, mais il s'agit aussi, et la reconnaissance n'étant qu'un premier pas, et dans certains cas de réparation et de restitution, et rappeler que sur ce point, contrairement là aussi à la mythologie du roman national républicain, la France est, j'allais dire, très en retard. Elle n'est même pas en retard, elle est inexistante comparativement à d'autres anciennes puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique dans certains cas, et d'autres pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Alors, on a des contextes très particuliers, mais qui, dans certains cas et dans des cas très significatifs, ont à la fois reconnu les crimes coloniaux, reconnu les crimes commis à l'encontre des populations autochtones pour ce qui est du Canada et des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et dans certains cas, je pense à la Grande-Bretagne, fait droit à des requêtes devant la justice, accordé des réparations financières, et la Grande-Bretagne ayant érigé sur ses deniers un mémorial à Nairobi, à la mémoire des victimes de la guerre des Mao-Mao. Et lorsqu'on compare ce qui a été fait par d'autres anciennes puissances coloniales avec ce que n'a pas fait la France, on prend la plus juste mesure, me semble-t-il, de ce terrible conservatisme français qui prospère d'autant plus qu'il peut s'appuyer aujourd'hui sur une réhabilitation significative du passé colonial français, en effet. Merci Olivier Lecourt Grand-Maison, merci pour votre intervention, merci beaucoup. Merci pour cette précieuse analyse que vous avez faite ce soir. Merci encore une fois, j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir un jour avec nous autour de la table, monsieur Lecourt Grand-Maison. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.